bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François Saltiel, je suis journaliste pour l'émission 28 minutes sur Arte. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous êtes jeune. Parce que, je crois que ça rassure déjà certaines et certains, l'âge moyen de cette émission, c'est 62 ans. Voilà. Arte, si vous nous regardez. En tout cas, vous pouvez surtout être curieux et donc connaître cette émission. Et mon travail au quotidien sur Arte, c'est d'essayer d'anticiper. Anticiper ce qui va faire l'actualité, en essayant de la raconter avec un tout petit pas de côté. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Anticiper aussi ce que le public aurait envie de voir ou de découvrir. Et pour faire ce travail, mon terrain de prédilection, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, ces applications qui sont rentrées dans nos vies sans crier gare et qui parfois deviennent des monstres incontrôlables. L'évolution de Facebook est frappante, cette plateforme créée par Mark Zuckerberg en 2004, qui en un peu plus d'une décennie est passée d'une sorte de copain d'avant plutôt divertissant, sur laquelle on s'amusait à poster des vidéos de chats qui se lèchent les babines, à un site et un véritable média d'information, puisque c'est la première source d'information des 15-34 ans. Facebook, on l'a accusé d'avoir joué un rôle déterminant dans l'élection de Donald Trump. On l'accuse aussi d'être un agent infiltré d'intox pour les Russes. Vous l'avez compris, on est un tout petit peu plus loin et autrement que la vidéo des chats. Moi, j'ai encore en mémoire des images impressionnantes, mais qui sont plutôt passées inaperçues. C'était Facebook en 2016, lorsqu'ils ont lancé leur application Facebook Live, eh bien, ils ont diffusé la bataille de Mossoul en direct. La bataille de Mossoul en direct sur Facebook, avec les chars qui explosent au gré des petits cœurs envoyés par ici ou des petits pouces envoyés par là. Vous imaginez comment cette plateforme diffuse la guerre en direct. On a appris récemment aussi que Facebook allait lancer sa crypto-monnaie. Donc vous l'avez compris, Facebook c'est à la fois un site de rencontre, un média d'information, une chaîne d'information continue et demain, une banque. Alors, évidemment, cette évolution-là, pour le marketing, est majeure. C'est-à-dire que le marketing a fait des réseaux sociaux une arme machiavélique pour essayer d'anticiper à nous nos attentes, nos goûts, ce qu'on aimerait acheter, nos désirs, les fameuses publicités ciblées. Sur Facebook, par exemple, ils anticipent qui pourrait être notre ami. Ils appellent ça une suggestion. La suggestion, l'algorithme de YouTube l'utilise aussi. Si vous aimez un clip de Benjamin Biolay, vous aimerez un clip de Vincent Delerme et aurez éventuellement au passage besoin d'une boîte de Xanax. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous l'avez compris, le marketing arrive à cultiver le fantasme, grâce aux réseaux sociaux, d'établir une sorte de publicité sur mesure. Alors, j'ai un dernier exemple qui va peut-être vous amuser, voire vous effrayer, qui vient de la Silicon Valley, un exemple qui pousse le cynisme au plus haut point de l'anticipation, ça s'appelle The Spinner. Vous connaissez The Spinner ? Non. Alors The Spinner, c'est une entreprise, un site qui vous promet pour moins de $30 d'arriver à manipuler le cerveau de vos proches. Exemple, vous voulez que votre cousine arrête de boire, car elle boit un peu trop. Vous voulez que votre fille renonce à acheter ce scooter parce que vous avez des appréhensions sur sa santé et sa sécurité. Ou encore, vous voulez que votre fils de 15 ans arrête de fumer. Eh bien, vous pouvez passer par The Spinner, qui va envoyer un message apparemment anodin par SMS à votre cible. Une fois que cette cible aura cliqué sur le message, un mouchard va s'activer, qui va la traquer, qui va suivre tout son itinéraire de navigation, et comme par magie, sur son fil Facebook, ce fils, par exemple, va rencontrer des articles comme « Fumer, c'est has-been » ou alors « Attention, fumer peut nuire aux troubles, peut susciter des troubles de l'érection ». Enfin, vous voyez, des choses qui peuvent vraiment toucher les ados en plein cœur. Bref, c'est des centaines de messages qui vont arriver. 180 messages en 3 mois, un véritable matraquage éditorial, dans le but, bien sûr, d'influer sur le comportement de votre proche pour qu'il arrive à changer. Bref, c'est une machine à laver le cerveau. Alors, on n'a pas encore d'indice réel sur la qualité et finalement la pertinence, l'efficacité d'une telle pratique. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on connaît la demande numéro 1 qui est demandée et qui est initiée sur Spinner. Elle provient des hommes qui veulent relancer leur vie sexuelle en couple. Oui, relancer leur vie sexuelle, leur libido avec leur partenaire. Donc du coup, celle-ci se retrouve bombardée d'articles du style « 10 astuces pour retrouver l'amour au lit » avec son mari.
Le plaisir du sexe longue durée, depuis longtemps, la fidélité, bien sûr. Argument numéro 1. Voilà pour The Spinner. Là, ça fait rigoler, mais quand même, ça nous interroge. Et puis surtout, quand on questionne son fondateur sur l'éthique de The Spinner, eh bien, il nous répond, il se targue même de nous répondre, qu'il offre à l'usager lambda les mêmes outils qui sont utilisés depuis des décennies par le marketing, qui, bien sûr, lui, constamment essaye d'exploiter notre temps de cerveau disponible, essaye d'exploiter notre comportement, essaye de nous faire changer, de susciter des désirs, des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et bien, lui, il dit, voilà, le marketing l'utilise depuis longtemps, les politiques aussi, je donne juste cette technologie à l'usager lambda. Alors, heureusement, on peut espérer mieux pour l'usager lambda. Et c'est d'ailleurs tout le sens de mon propos. Moi, je ne suis pas venu ici cet après-midi pour sombrer juste dans la force obscure de la force des réseaux sociaux. Non. Je veux aussi explorer avec vous la face lumineuse des réseaux sociaux, car il y en a une. Et vous savez justement quand est-ce qu'elle s'opère, cette face lumineuse ? Eh bien, lorsqu'elle ne s'anticipe pas. Lorsqu'il y a une sorte d'alchimie, une sorte de magie qui s'opère entre une cause et un public. Et pour réunir justement cette cause et ce public, il y a un outil qui s'appelle le hashtag. Le hashtag, vous le connaissez tous, je parle du hashtag militant, celui qui engage les gens. Le hashtag a été créé d'ailleurs par un usager sur Twitter en 2007, lorsque Twitter était tout nouveau, tout le monde parlait dans tous les sens, il n'y avait pas d'organisation, et Chris Messina, qui était un ingénieur de chez Google, s'est dit, tiens, et si on prenait ce croisillon, le croisillon, donc c'est la forme qui n'est pas un dièse, c'est la forme du hashtag, qu'on mettait un petit mot à côté, pour que les gens puissent parler de la même chose au même moment. Ouais, c'est un ingénieur, il aime bien que les choses soient carrées. Donc il arrive, comme ça, à trouver cette idée de croisillon. Et du coup, l'idée est tellement pertinente que Twitter va l'intégrer dans son ergonomie, le hashtag, et puis Facebook va le reprendre, et puis Instagram va le reprendre, et tout le monde le reprend jusqu'à même aujourd'hui, avec le hashtag TEDx, Boulevard, Gambetta, Théâtre du Périscope. Bref, utilisez plutôt un hashtag court, c'est plus efficace. Ce hashtag, c'est quelque chose d'assez merveilleux quand on réfléchit, puisque ça veut dire qu'à chaque instant, si on est muni d'une connexion Internet et d'un profil Facebook ou Twitter, enfin surtout Twitter, on peut parler de quelque chose, on peut rencontrer son public. Le hashtag, c'est comme un salon de conversation. Et quand je vous disais que ça ne s'anticipe pas, qui aurait pu imaginer que, par exemple, lors des révolutions arabes de 2011, les jeunes allaient se servir de ce hashtag, de ces réseaux sociaux, dans l'angle mort de la censure et du régime, pour mettre en place une révolution. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont utilisé un hashtag pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se mobiliser. Et c'est ainsi qu'on est passé d'un mouvement virtuel à une révolution physique, dans l'espace réel. Encore une fois, quand je disais dans l'angle mort du pouvoir et du régime, c'est qu'à ce moment-là, Facebook ou Twitter étaient surtout les trucs de chat dont je vous parlais tout à l'heure. On ne pouvait pas imaginer que c'était un endroit où allait se fomenter, où allait se préparer une révolution. Plus proche de nous, l'affaire Harvey Weinstein, fin 2018, avec évidemment le hashtag MeToo. Vous êtes vraiment jeune, ça fait plaisir. Avec le hashtag MeToo. Essayons même ensemble d'imaginer ce qui se serait passé sans les réseaux sociaux. L'affaire éclate, elle sort avec le New York Times. Le New York Times sort donc cette affaire de viol, d'harcèlement sexuel du producteur Harvey Weinstein. On en parle, c'est sûr, aux États-Unis, même à l'international. Et puis 3 semaines après, on passe à autre chose. On en a déjà des exemples de grands scandales sexuels de même envergure qui ont éclaboussé les États-Unis et qui ont fait 3 semaines ou 1 mois d'actualité. Qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de MeToo aujourd'hui ? Eh bien, c'est grâce au hashtag, c'est grâce à la population, et en l'occurrence les femmes, qui se sont appropriées ce phénomène pour pouvoir dire « moi aussi », pour pouvoir dire « attention, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles, c'est pas que le lot des actrices américaines, ça me touche à moi. Moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, je le vis peut-être aujourd'hui au travail. Et du coup, je vais le dire. Je vais le dire, moi aussi, avec ce hashtag. C'est des millions, vous imaginez, des millions de témoignages qui ont circulé dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Europe, au Moyen-Orient, au Japon. Un véritable tsunami, une véritable libération de la parole, comme on l'a appelé, mais aussi une libération de l'écoute. Ça a aussi permis à certains hommes de se rendre compte déjà de quelque chose que peut-être leur ami, leur femme, leur compagne, leur sœur, leur fille leur avaient jamais dit. Ça leur a peut-être permis aussi de changer un peu de comportement. Alors évidemment, il y a eu des dérapages, on a parlé de délation, etc. Il y a eu des dommages collatéraux, mais je ne rentrerai pas dans ces détails et dans ce point-là aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, avec un simple hashtag,
et avec ce MeToo, on a pu prendre conscience, ou la société a pris conscience des violences sexuelles qui étaient exercées à l'encontre des femmes. Et c'est évident que si on parle encore de MeToo aujourd'hui, si la question de l'égalité homme-femme est si présente dans notre espace public, dans notre espace médiatique, c'est grâce à ce MeToo. Cela a permis aux femmes de pouvoir faire part de leur voix. Et c'est ça aussi, le hashtag. Le hashtag, ça peut être la voix des sans-voix. Ça peut être un moment particulier, un moyen particulier de faire part de quelque chose qui nous touche profondément et surtout de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Alors, le hashtag, je disais que c'était la voix des sans-voix, mais c'est aussi parfois un cri du cœur. C'est ça qui est dingue aussi avec le hashtag. C'est que la personne qui va s'en saisir et l'annoncer sur les réseaux sociaux ne peut pas imaginer ce qui va se passer derrière. Personne ne pouvait imaginer le MeToo, personne ne pouvait imaginer les révolutions arabes. Je vous le dis, cela ne s'anticipe pas. Tout comme l'histoire de Masih Alinejad, cette jeune iranienne qui a vécu dans une société traditionnelle en Iran, qui porte le voile depuis qu'elle est toute petite, elle le dit, le hijab a fait partie de mon corps, et puis qui, un jour, en voyage à Londres, en voyage universitaire où elle poursuivait ses études de journalisme, elle a décidé d'enlever son voile. Et en enlevant son voile, elle s'est rendue compte qu'elle était en fait prisonnière de ce morceau de tissu. Elle s'en était jamais rendue compte, elle ne l'avait même jamais questionné. Mais dans la rue londonienne, elle s'est prise en photo, sans son voile, avec ce vent de liberté qui souffle dans ses cheveux. En prenant cette photo et en y collant un hashtag, #MyStillSeeFreedom, ma liberté furtive, elle a créé une page Facebook du même nom, en publiant cette photo et surtout en encourageant toutes les Iraniennes à faire pareil, à se dévoiler dans les rues, à se dévoiler dans les campagnes, sachant que Masih était abritée à Londres, mais en Iran, c'est la prison à la clé, si jamais les milices tombent sur vous. Et d'un coup, ça n'a pas été 10, ni 100, ni 1000, mais des centaines de milliers de photos comme celle-ci, où les femmes se sont dévoilées et ont nourri cette page Facebook, #MyStillSeeFreedom. Alors attention qu'on soit bien clair, Masih Alinejad n'est pas contre le voile, elle est contre l'obligation du port du voile. Et après elle, ce sont même les hommes qui s'y sont mis. Ce ne sont pas été les Men in Black, mais les Men in Hijab. Et pour les hommes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent, tiens, moi je vais porter le voile pour donner le droit à ma femme de ne pas le porter. Et les hommes sont embarqués dans ce grand mouvement qui a été massif. Alors forcément, Masih Alinejad, lorsque les autorités iraniennes commencent à voir cette page Facebook avec ces centaines de milliers de photos, ils essayent de la fermer, elle renaît sur Instagram, et puis elle se trouve un peu dans les radars. Donc le gouvernement a fait passer, enfin le régime plutôt, a fait passer de folles rumeurs la concernant. C'est une prostituée, c'est un agent de la CIA, pour tenter de la discréditer. Mais rien n'y a fait. Les photos ont continué à arriver, jusqu'à encore aujourd'hui. Et puis Masih Alinejad s'est dit, tiens, il faut que je transforme un petit peu mon mouvement pour arriver à concerner les femmes qui portent le voile mais qui nous soutiennent. Alors elle a l'idée du White Wednesday, des mercredis blancs. Les mercredis blancs, le concept est simple, si une femme porte le voile, qu'elle porte un voile blanc. Et en portant un voile blanc, cela signifie qu'elle nous soutienne. Et puis surtout, c'était une manière d'arriver à se mobiliser sans être intercepté par le pouvoir, puisqu'on a le droit de porter le voile. Mais s'il est blanc, cela veut dire que ces femmes sont prêtes, encouragent, veulent que d'autres femmes aient le droit de ne pas le porter en Iran. Les White Wednesday sont rendus connus aussi avec cette jeune femme qui tient donc son voile blanc au bout de son bâton et qui est devenue par la suite une icône et qui a même fait de la prison. Cette femme, elle a été emprisonnée plusieurs semaines, justement pour avoir fait ce geste. Et c'est grâce à la mobilisation nationale, mais aussi internationale, c'est grâce à toutes ces femmes qui ont posté ces photos sur la page Facebook qu'elle a pu être libérée. Et surtout, c'est grâce à ce mouvement-là qu'aujourd'hui, l'Iran est totalement bouleversé, entre le régime des mollahs, entre son histoire, ses traditions, mais aussi cette jeunesse qui a soif d'émancipation, qui a soif de liberté. Qui aurait pu imaginer, en 2014, quand Masih Alinejad fait cette photo dans les rues londoniennes, qui aurait pu imaginer que cela suscite un mouvement d'une telle ampleur? Personne. Vous voyez, c'est ça aussi, la magie du hashtag. Cela ne s'anticipe pas, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit ce cri du cœur. Tout comme celui d'Alicia Garza. Alicia Garza, elle est à Auckland, en train de boire une bière avec ses copines. On est donc aux États-Unis. Il y a une télévision qui tourne en boucle juste à côté. Et en boucle, elle apprend que la justice a acquitté George Zimmerman, qui était
une sorte de gardien de résidence, presque un milicien, un gardien de résidence qui avait été accusé d'avoir tué, et qui a tué d'ailleurs, Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans. Il n'était pas armé. Les juges ont considéré que cet acte-là était de la légitime défense. Mais quel est son crime à ce jeune Américain, afro-américain de 17 ans? C'est juste d'être noir et de se balader dans une résidence pour blancs. Sauf que la peur du noir est telle aux États-Unis que Zimmerman a été acquitté. Pour Alicia Garza, à ce moment-là, c'est la goutte d'eau. C'est l'injustice de trop. Alors elle prend son téléphone, elle prend sa plume numérique et elle écrit une lettre sur Facebook. Elle écrit « Black people, peuple noir, je vous aime, je nous aime. La vie des Noirs compte. » Et à ce moment-là, Patrisse Cullors, qui est une amie militante qui se retrouve à Los Angeles, va lui répondre « Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. » Ce Black Lives Matter va instantanément devenir un hashtag qui va se répandre et sur Facebook et surtout sur Twitter. Ce Black Lives Matter va à ce moment-là devenir l'endroit où tous les Afro-Américains vont dire « Moi aussi, j'ai été arrêté de manière quasiment illégale, sans motif. J'ai vu une violence policière à côté de moi. J'ai pris mon téléphone, je l'ai filmé cette vidéo, je la publie. Black Lives Matter. » Peu de temps après, Opal Tometi va compléter ce qui va devenir un trio. Opal Tometi, elle vit à New York, c'est une geek, et elle va mettre en ligne une plateforme pour justement recueillir tous ces témoignages de ces jeunes, noirs comme blancs, qui dénoncent ces violences policières. Et Black Lives Matter va devenir une association, va devenir des antennes qui vont même se monter dans plusieurs villes des États-Unis et dans le monde entier. Black Lives Matter est quelque part une résurgence du combat des droits civiques de Martin Luther King dans les années 60. C'est quelque chose d'aussi fort. Sauf que, à la différence du combat de Martin Luther King, ce mouvement est plus inclusif, plus féminin, plus queer, et surtout, il ne repose pas sur le culte de la personnalité du pasteur. Comme disent les trois filles, on préfère 10 000 bougies à un seul phare. Et cette phrase-là symbolise totalement le mouvement Black Lives Matter, et symbolise aussi ce que les réseaux sociaux peuvent offrir de meilleur. Une dernière bougie, et j'en finirai avec elle, s'appelle April Rain. En 2015, dans la même mouvance que Black Lives Matter, elle assiste à la télévision aux nominations des Oscars 2015. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 100% des nominations, des nommés, sont blancs, sont caucasiens, 100%. Est-ce à penser que les comédiennes ou les comédiens afro-américains n'ont pas de talent, ou alors que Hollywood est raciste? À ce moment-là, April Rain, elle lance un hashtag Oscar So White. C'est fort, c'est impactant. C'est plus court, hein, vous remarquerez. Oscar So White. Elle lance ce hashtag pour pointer du doigt ce qu'elle considère être comme une sorte de racisme conscient ou inconscient. On en parle un peu, les gens relaient ce hashtag et puis ils tombent un petit peu dans les limbes, dans l'oubli du net. 2016, Oscar toujours, saison 2 pourrait-on dire, de nouveau une nomination 100% blanche. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Autant l'année dernière, ça pouvait être un malheureux hasard. Là, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette société américaine. Donc à ce moment-là, ce hashtag ressurgit, renaît, une sorte de résurrection de ce Oscar So White, qui va être repris par des stars engagés, comme Spike Lee, comme Michael Moore, comme George Clooney, qui, eux, vont menacer de boycotter la cérémonie. Donc ça y est, à ce moment-là, Hollywood ne peut plus fermer les yeux. Donc vous voyez, dans la mécanique, il faut que le hashtag soit authentique, un cri du cœur, et ensuite qu'il ait quelques relais d'opinion pour véritablement émerger. C'est ce qui se passe avec Oscar So White. Hollywood est donc obligé de constater qu'il y a un problème, et son action va permettre de repenser le mode de nomination de l'Académie des Oscars. C'est 6700 membres, l'Académie des Oscars. 6700 membres, dont 94% de personnes d'origine caucasienne, dont la très grande majorité sont des hommes, et dont la très grande majorité ont plus de 50 ans. Donc forcément, ces gens-là récompensent des gens qui leur ressemblent. Donc grâce à l'action d'April Rain, grâce au scandale que ça a suscité, aujourd'hui, l'Académie a changé et elle a inclus des membres, des votants en fonction de différents quotas. Vous savez, aux États-Unis, ils n'ont pas de problème avec les quotas. Et quelque part, l'efficacité a été immédiate puisque l'année suivante, en 2017, on a eu le film Moonlight, et notamment le réalisateur Barry Jenkins, qui a été récompensé. On a eu une actrice et un acteur afro-américains qui ont été récompensés, et les Oscars ont enfin un peu ouvert les yeux sur cette situation. Une nouvelle fois. Qui aurait pu imaginer? Et sans doute pas April Rain, qui était
une simple militante. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui avait une grande influence. Qui aurait pu imaginer qu'en lançant ce hashtag #OscarsSoWhite, cela permettrait aujourd'hui d'avoir changé totalement le mode de répartition de l'Académie des Oscars. Donc c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ces hashtags, c'est quelque chose de magique. Et je terminerai avec cette dernière idée, en parlant de Facebook, puisque j'ai ouvert cette intervention avec Facebook, qui peut évidemment être le théâtre de l'horreur et de la barbarie. On s'en est rendu compte encore hier, avec ce terroriste qui a diffusé cette vidéo de 17 minutes sanglante, terroriste australien en Nouvelle-Zélande, où il a abattu 49% dans 2 mosquées. Donc Facebook, ça peut être ça. Facebook, ça peut aussi être cette lettre d'amour, écrite par Alicia Garza. Ça peut aussi être ces femmes iraniennes qui se libèrent. Bref, les réseaux sociaux sont un outil, et les réseaux sociaux sont ce que nous en faisons. Donc, charge à nous d'utiliser notre courage, notre bienveillance, notre solidarité pour rendre le monde meilleur. Nous en sommes capables, et je dirais même, c'est notre responsabilité. Merci.